Salut tout le monde. On est de retour aujourd'hui pour une autre vidéo en français. J'avais envie aujourd'hui de raconter une petite histoire en close-up whispers avec un fond de pluie. J'ai ce livre-ci. Il s'appelle Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Lambert. C'est juste une encyclopédie pleine de petites histoires intéressantes, puis je me suis dit que ce serait le fun d'en apprendre un peu, de se faire surprendre, tout en tentant de s'endormir. Alors c'est ça que je peux aujourd'hui. La première histoire que j'ai sélectionnée pour vous s'appelle Poulpe. Le poulpe a 1000 fois plus de capteurs sensoriels que l'homme. Et il a un cerveau avec une capacité de mémoire, elle aussi, surdéveloppée. Avec ses sens plus fins et sa mémoire plus puissante, le poulpe aurait pu devenir un concurrent sérieux pour l'homme. Cependant, les poulpes ont une faiblesse, comme si l'espèce avait inscrit génétiquement son auto-limitation. Le comportement des parents poulpes change la donne. Dès que la femelle a accouché, elle meurt. Quant au père, dès qu'il voit sa progéniture, cela lui ouvre l'appétit. Il en mange une partie puis s'enfuit définitivement. Il n'existe donc chez les poulpes ni amour parental, ni éducation des enfants. Chaque jeune poulpe doit refaire des expériences de survie sans pouvoir bénéficier de la mémoire de ses géniteurs. Et cela suffit à confiner l'espèce dans un non-progrès, alors que leurs cerveaux sont prêts à évoluer depuis des milliers d'années. On peut dès lors imaginer ce que deviendrait une civilisation de poulpes si les parents ne mouraient ni ne fuyaient à leur naissance, mais transmettaient à leurs enfants génération après génération leur affection, leurs histoires et leurs découvertes. On pourrait de même imaginer ce que deviendrait une civilisation humaine sans mémoire et sans le travail d'éducation des parents. Comment inventer de faux souvenirs? Il n'y a pas de mémoire neutre. Chaque souvenir est une interprétation personnelle de ce qui nous semble le réel. Le professeur de psychologie Elizabeth Loftus de l'Université de Washington a longtemps étudié ce sujet. Tout d'abord, en 1990, elle a procédé à des expériences sur des adultes en leur racontant qu'elle savait que, lorsqu'ils avaient 5 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial. Pour cela, elle citait un nom de supermarché précis et une date précise et prétendait que l'aventure lui avait été relatée par leurs parents. Un quart des personnes testées finissaient par affirmer se rappeler parfaitement de l'événement. Et parmi eux, la moitié ajoutait des détails pour confirmer ce récit pourtant totalement fictif. Dans les années 2000, le professeur Elizabeth Loftus a inventé une expérience plus complexe. Elle a réuni 4 groupes de personnes à qui elle proposait d'évaluer un film publicitaire après un voyage à Disneyland. Le premier groupe visitait le parc puis voyait le film publicitaire sans la moindre référence à un personnage. Le deuxième groupe visitait le parc, mais on disposait, durant le film publicitaire, une figurine de 1,2 mètres représentant Bugs Bunny dans la salle de projection. Au troisième groupe, on montrait un film publicitaire dans lequel un personnage évoquait oralement la présence de Bugs Bunny. Et au quatrième groupe, on montrait la figurine de 1,2 mètres de Bugs Bunny et on ajoutait la référence à Bugs Bunny dans le film publicitaire. Lorsqu'on a interrogé par la suite la totalité des participants, 40% ont affirmé avoir rencontré le personnage de Bugs Bunny lors de leur visite de Disneyland. Or, évidemment, le personnage de Bugs Bunny ne pouvait être rencontré à Disneyland, puisque cette figure emblématique appartient au studio de dessin animé concurrent, qui est la Warner Brothers. Encore plus étonnant,
lors d'une interview, puis poussé la moitié de ses 40%, affirmant avoir, durant leur visite à Disneyland, serré la main du lapin à la célèbre carotte et donnant des détails précis sur l'instant de sa rencontre qui n'avait jamais eu lieu. C'est vraiment intéressant. J'aime ça. Je ne sais pas si vous croyez aux extraterrestres, mais la prochaine histoire se nomme Probabilité de vie extraterrestre 1. Équation de Drake. En 1961, 10 scientifiques, parmi lesquels l'astronome Carl Sagan, à l'origine du message déterminé aux extraterrestres dans la sonde Voyager. Il y avait aussi Melvin Calvin, chimiste à l'université de Berkeley, et le radioastronome Frank Drake. Donc ces beaux monsieur-là se sont réunis pour réfléchir aux probabilités d'existence d'une vie extraterrestre. Frank Drake, en préparation à cette réunion, a mis au point une équation qui vise à réfléchir mathématiquement. L'équation de Drake est la suivante. C'est plein de lettres. Je peux vous la montrer peut-être. Pour comprendre l'équation de Drake, il faut savoir que n est le nombre de civilisations avec lesquelles nous pourrions potentiellement entrer en contact et communiquer durant une année donnée. La variable R est le nombre d'étoiles détectées jusqu'à présent dans notre galaxie. F est la fraction de ces étoiles possédant des systèmes planétaires. N, avec un P au-dessus, est le nombre de planètes qui offrent un environnement favorable au développement de la vie. F, avec un L en dessous, est le nombre de planètes sur lesquelles la vie aurait pu être évolutive. F, avec un I en dessous, est le nombre de planètes où, parmi celles qui ont des formes de vie évolutive, l'intelligence aurait pu apparaître. Et finalement, F, avec un C en dessous, est le nombre de planètes viables où cette vie aurait pu atteindre un niveau d'intelligence suffisant pour construire des appareils de communication et de voyage dans l'espace, un peu comme le nôtre. Pour finir, T est la durée moyenne d'existence des civilisations technologiques par rapport à la durée de vie moyenne d'une planète en année. Ayant remplacé toutes les données par le nombre connu ou du moins probable, Frank Drake arrivait à l'époque à n égale 10 000. C'est-à-dire que selon l'équation de ce radioastronome, 10 000 planètes sont potentiellement habitées par une civilisation intelligente et à technologie développée, rien que dans notre galaxie de la Voie lactée. Oh, probabilité de vie extraterrestre 2. Le paradoxe de Fermi. En réponse à l'équation de Frank Drake, le physicien Enrico Fermi a émis une autre idée, qu'on a appelée plus tard le paradoxe de Fermi. Puisqu'il y a 10 000 possibilités de civilisation extraterrestre dans notre galaxie, en toute logique, au moins l'une de ces 10 000 civilisations intelligentes aurait dû se manifester. Or, le seul fait qu'ils n'aient pas cherché à entrer en contact avec nous, alors qu'ils sont censés être si nombreux, est la preuve qu'ils n'existent pas. D'autres chercheurs ont fait progresser le débat autrement que par la simple croyance ou l'impression d'avoir aperçu quelque chose de bizarre dans les nuages. Parmi ces derniers, citons le physicien Paul Davies, qui est à la direction du projet SETI. Reprenant une idée de l'astronome russe Schwarzkopf, il propose l'hypothèse que les extraterrestres seraient nous. Dans ce cas, ce serait au cœur même de nos cellules, dans notre génome, qu'il faudrait essayer de trouver des traces d'une vie organique étrangère à cette planète. Et cette recherche-là est plus facile à effectuer que c'est le cas des galaxies. Ok. Le prochain texte se nomme Couleur bleue. Longtemps, la couleur bleue a été
considéré. Les Grecs de l'Antiquité estimaient que le bleu n'était pas une vraie couleur, n'était perçu comme tel que le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Il existe de surcroît un problème technique de couleur. Les teinturiers et les peintres ne savaient pas fixer le bleu. Seule l'Égypte des pharaons considérait le bleu comme la couleur de l'au-delà et fabriquait cette teinte à base de cuivre. Dans la Rome antique, le bleu est la couleur des barbares. Peut-être parce que les Germains s'enduisaient le visage d'une poudre gris-bleu pour se donner un aspect fantomatique. En latin ou en grec, le mot bleu n'est pas clairement défini, souvent assimilé au gris ou au vert. Le mot bleu lui-même sera donc issu du germanique blo. Pour les Romains, une femme aux yeux bleus était forcément vulgaire et un homme aux yeux bleus brutal et stupide. Dans la Bible, la couleur bleue est rarement évoquée, mais le saphir, pierre précieuse bleue, est la plus estimée. Le mépris du bleu perdure en Occident jusqu'au Moyen-Orient. Plus le rouge est vif, plus il est signe de richesse. Le rouge se retrouve donc dans les vêtements des prêtres et notamment du pape et des cardinaux. Renversement de tendance. Au 8e siècle, grâce à l'azurite, au cobalt et à l'indigo, les artistes arrivent enfin à fixer le bleu. Cela devient la couleur de la Vierge. Il est représenté avec un manteau bleu ou une robe bleue, soit parce que la Vierge habite le ciel, soit parce que le bleu était considéré comme un sceau noir, la couleur du deuil. À cette époque, les ciels sont peints en bleu alors qu'auparavant ils étaient noirs ou blancs. La mer qui était verte vire elle aussi au bleu dans les gravures. Sur un coup de mode, le bleu devient une couleur aristocratique et les teinturiers la suivent. Ils rivalisent dans l'art de concocter des tonalités de bleu de plus en plus diversifiées. La guède, plante utilisée pour confectionner le bleu, est cultivée en Toscane, en Picardie ou dans la région toulousaine. Des provinces entières se mettent à prospérer grâce à l'industrie du colorant bleu. La cathédrale d'Amiens a été bâtie avec les contributions des marchands de Guède, alors que Strasbourg, les marchands de Garance, plante qui donne la couleur rouge, peinaient à financer leur cathédrale. Du coup, les vitraux des cathédrales alsaciennes représentent systématiquement le diable en bleu. On assiste dès lors à une véritable guerre culturelle entre les régions qui aiment le bleu et celles qui aiment le rouge. Lors de la réforme protestante, Calvin annonce qu'il y a des couleurs honnêtes, le noir, le brun, le bleu, et des couleurs malhonnêtes, le rouge, l'orange, le jaune. En 1720, un pharmacien de Berlin invente le bleu de Prusse, qui permettra aux teinturiers de diversifier encore les tonalités de bleu. L'amélioration de la navigation permet de bénéficier de l'indigo des Antilles et d'Amérique centrale, dont le pouvoir colorant est plus fort que celui du pastel. La politique s'en mêle. En France, le bleu devient la couleur des révoltes républicaines s'opposant au blanc des monarchistes et au noir des partis catholiques. Plus tard, le bleu républicain s'oppose au rouge des socialistes et des communistes. En 1850, un vêtement lui donne sa dernière lettre de noblesse. C'est le jean, inventé par un tailleur, Lévi Strauss, à San Francisco. Actuellement, en France, la grande majorité des gens interrogés citent le bleu comme leur couleur préférée. En Europe, l'Espagne est le seul pays à préférer le rouge. C'est le domaine où le bleu n'arrive pas à percer, la nourriture. Les yaourts en peau bleue se vendent moins bien que ceux en peau blanc ou rouge. Il n'y a pratiquement aucun aliment de couleur bleue. Que dites-vous d'un peu de mythologie grecque avec la petite histoire qui se nomme Apollon? Fils de Zeus et de Leto, Apollon est le frère jumeau d'Artémis. Sa sœur ayant pris la lune pour emblème, lui choisit le soleil. Nourri par la déesse Thémis de nectar et d'ambroisie, il atteint en quelques jours une taille adulte.
grand, beau, avec sa longue chevelure blonde, il devient l'enfant gâté de l'Olympe. Il est aussi d'une force rare et de surcroît très doué pour la musique et la divination. Héphaïstos, dieu des forges, lui offre des flèches magiques. Ainsi équipé, Apollon s'en va avec sa sœur délivrer la ville de Delphes de l'empire du dragon Python. Il sera dès lors appelé l'Apollon Pythien, tout plus tard les Jeux Pythiques, succession d'épreuves musicales et athlétiques, et le nom de Pythie, donné à la prêtresse qui, dans le temple de Delphes, prédit l'avenir. Grand séducteur, Apollon multiplie les amantes, notamment parmi les nymphes dont il eut des enfants célèbres tels Calliope et Asclépios. Une femme pourtant résista à son charme, Daphné. Pour lui échapper, elle se transforma en un arbre, le laurier, qui dès lors lui fut dédié. Apollon eut aussi des aventures avec de jeunes hommes, comme Hyacinthe et Sybarissos. La mort de ces deux amours l'affecta particulièrement. Le premier se métamorphosa en fleur, la jacinthe, et le second en arbre, le cyprès. Dieu de la musique et patron des muses, Apollon crée un instrument, le luth. Il recevra la lyre des mains de son demi-frère Hermès en échange de la restitution d'une partie du troupeau qu'il avait volé. Il affrontera le satyre Marsyas dans une compétition musicale avec pour enjeu que le vainqueur ferait subir au vaincu le traitement de son choix. Virtuose avec sa lyre dont il savait jouer des deux mains, Apollon égorgea vif l'infortuné Marsyas, et ce dernier l'ayant provoqué à la flûte, le dieu de la musique l'interdira l'usage de cet instrument, jusqu'à ce qu'un musicien en invente une nouvelle à lui dédier. De nombreux animaux lui sont associés, dont le loup, le cygne, le corbeau, le vautour. En observant les vols de ce rapace, les augures cherchaient à déceler les volontés d'Apollon, ainsi que le griffon, l'oiseau lyre et plus tard le dauphin. L'origine du dieu Apollon est probablement asiatique, car il n'est pas chaussé de sandales grecques, mais de bottines typiques alors des pays d'Asie. Il est en outre le seul dieu de l'Olympe adopté par les Romains sous son nom grec, alors que Zeus lui-même devient Jupiter et Aphrodite de Vénus. Écran et veille. Dans son film intitulé Le Tube, le réalisateur de documentaire Peter Hentel montre comment les images agissent sur nous. Une expérience a été effectuée sur la différence entre spectateurs de cinéma et spectateurs de télévision. Sur un même drap en toile est projeté un film, sauf qu'une moitié de l'assistance est disposée avec le projecteur dans le dos, comme au cinéma, et la seconde avec le projecteur en face. Donc une lumière qui arrive directement au visage, comme un téléviseur. À la fin, quand on questionne les spectateurs, ceux qui avaient la lumière dans le dos ont gardé leur capacité d'analyse et d'esprit critique sur le film. Ceux qui l'ont reçu en face se sentent par contre passifs et n'ont pas de réelle opinion. De même, ceux qui avaient la lumière en face révélaient une activité cérébrale plus faible durant le film que ceux qui l'avaient derrière eux. Peter Hentel parle à propos de la télévision d'enrichissement de l'esprit. On est dans la même lumière qu'on reçoit au visage. Donc on perd la distanciation. En revanche, au cinéma, on peut continuer à réfléchir à 40 pas que le reflet de cette lumière. Nikola Tesla. Génie oublié ou mal connu, Nikola Tesla
radioactifs. Jusque-là, les installations ne fonctionnaient qu'en courant continu. Une théorie sur la radioactivité, la télécommande, le générateur, le moteur à induction électrique, la lampe à haute fréquence, plus économique que le néon, et la bobine Tesla des téléviseurs à tube cathodique. En 1893, bien avant Marconi, il met au point un système de transmission des messages télégraphiques sans fil en utilisant les ondes hertziennes. Il découvre le principe de réflexion des ondes sur les objets en 1900 et publie des travaux qui permettront plus tard la mise au point des premiers radars. Il a déposé en tout plus de 900 brevets qui pour la plupart ont été récupérés par Thomas Edison. Nikola Tesla avait en effet une vision idéaliste de la science et voulait livrer les technologies gratuitement au public, ce qui lui a valu l'hostilité des milieux financiers de l'époque. Il avait par exemple imaginé que la Tour Eiffel émette un puissant champ électrique pour que tous les Parisiens puissent utiliser l'électricité gratuitement. En 1898, il fabrique une arme à résonance qui, grâce à une multitude de petits coups répétés, fait trembler un immeuble entier. Il fabrique des bateaux lanceurs de torpilles télécommandés, dont l'un peut même devenir sous-marin. À la fin de sa vie, considérablement appauvri, Nikola Tesla travaille à un rayon de la mort pour le US Air Force. Il cherche aussi à mettre au point sa fameuse énergie libre, une source d'énergie infinie et gratuite, ce qui achève de le discréditer aux yeux de ses collègues scientifiques de l'époque. Il meurt le 7 janvier 1943. Le FBI confisquera toutes ses notes et toutes ses maquettes de travail. Son nom est cependant resté comme unité de mesure de l'industrie magnétique de Tesla. Celle-là est quand même drôle. Il s'appelle Petit humaine. Pour établir une anthologie de la bêtise humaine, la journaliste américaine Wendy Northcott a créé les Darwin Awards, un prix qui récompense chaque année la personne qui s'est tuée de la manière la plus stupide, faisant ainsi honte à son espèce et contredisant la loi darwinienne de sélection des meilleurs. Pour que le prix soit attribué, il faut que le candidat soit la cause de son propre décès, qu'il soit en pleine possession de ses facultés intellectuelles et que l'anecdote soit confirmée par plusieurs sources fiables. Exemple. En 1994, un terroriste qui expédie un courrier piégé insuffisamment affranchi a remporté le Darwin Awards alors qu'il a ouvert sa propre lettre envoyée par la poste. Autre gagnant des Darwin Awards. En 1996, un pêcheur ayant lancé un bâton de dynamite allumé sur un lac gelé a vu son chien de chasse aller chercher l'explosif et le lui rapporter. En 1996, le prix a été attribué à un avocat de Toronto qui a voulu démontrer la solidité des vitres d'un gratte-ciel. Il a donc pris son élan et fracassé la vitre avant de faire une chute de 24 étages. En 1998, le prix est allé à un homme de 29 ans qui s'est étouffé en avalant un ornement pailleté enlevé avec ses dents sur la peau d'une danseuse lors d'un spectacle de striptease. En 1999, le Darwin est allé à 3 terroristes palestiniens. Ils avaient piégé 2 voitures qui ont explosé simultanément alors qu'ils étaient encore à bord et avant qu'ils aient pu atteindre leur objectif. Ils avaient préparé les bombes sans tenir compte du changement d'heure d'été. En 2000, le prix est allé à un habitant de Houston qui a voulu jouer à la roulette russe avec ses amis. Mais au lieu d'utiliser un revolver appareillé, il a pris ce qu'il avait sous la main, un pistolet automatique. Il a perdu. En 2001, au Canada, un homme de 25 ans proposa à ses amis de faire un toboggan dans le vide d'ordures. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une fois engouffré dans la colonne qui descendait les 12 étages, il tomberait dans un compacteur automatique d'ordures. C'est l'exception. Larry Walters, en 1982, ce retraité de Los Angeles veut réaliser un rêve fou,
voler autrement qu'en avion. Il met donc au point son moyen de transport aérien, un fauteuil très confortable auquel il a attaché 45 ballons de 1 mètre de diamètre qu'il a gonflés à l'hélium. Après quoi, il s'est attaché à son fauteuil et s'est muni de sandwich, de canettes et de bière et d'un pistolet à plomb. Au signal, ses amis ont détaché la corde qui reliait le fauteuil volant au sol, mais au lieu de se stabiliser à 30 mètres comme il l'espérait, Larry Walter a été propulsé d'un coup à 5000 mètres d'altitude. Là, complètement gelé, il n'a plus osé tirer sur les ballons pour redescendre. Il a donc erré longtemps dans les nuages, poussé par les vents, avant d'être repéré par les radars de l'aéroport de Los Angeles. Trouvant enfin le courage de tirer sur quelques ballons, il a finalement pu redescendre, mais les fils de ballons crevés se sont pris dans un câble haute tension, provoquant une coupure d'électricité dans tout le quartier de Long Beach. Lorsqu'il a atterri, les policiers l'ont arrêté et lui ont demandé pourquoi il avait fait cela. Il a répondu: « On ne peut pas rester assis à ne rien faire tout le temps. » Il est le seul survivant à avoir reçu le Darwin. Le rire. L'humour est provoqué par un accident dans le cerveau. Ah oui. Une information bizarre ou paradoxale est reçue par les sens, mais ne peut être digérée par le cerveau gauche, celui qui compte, raisonne et contient l'esprit logique. Pris de court, il se met automatiquement en panne et transmet l'information parasite au cerveau droit, intuitif, artistique, poète. Celui-ci, de son côté, ne sachant que faire de ce colis piégé, envoie un flash électrique qui neutralise le cerveau gauche et lui laisse le temps à lui, le cerveau droit, de trouver une explication artistique personnelle. Cet arrêt momentané de l'activité du cerveau gauche, toujours omnisurveillant, entraîne aussitôt un relâchement cérébral et l'émission d'endorphine, l'hormone qui est aussi émise durant l'acte amoureux. Plus l'information paradoxale est gênante pour le cerveau gauche, plus le cerveau droit va envoyer un flash puissant qui provoquera une importante émission d'endorphine. En même temps, comme un mécanisme de sécurité qui relâche la tension provoquée par l'information indigeste, tout le corps participe à l'effet décontractant. Les poumons rejettent l'air d'un coup. Phénomène d'expiration accélérée qui est le début physique du rire. Ce qui entraîne une crispation et une décrispation par saccade des muscles zygomatiques du visage, de la cage thoracique et de l'abdomen. Plus en profondeur, les muscles cardiaques et les viscères sont agités de spasmes qui produisent un massage intérieur, décontractant l'ensemble du ventre au point de relâcher parfois les sphincters. Pour résumer, le mental, ne pouvant digérer une information inattendue, paradoxale ou exotique, se neutralise lui-même. Il bascule en mode panne. Il disjoncte. Et cet accident est finalement l'une de nos plus curieuses sources de plaisir. Plus une personne rit, plus son état de santé s'améliore. Cette activité ralentit la vieillesse et réduit le stress. Je vais terminer sur une histoire qui est en lien avec la dernière. Histoire des clowns. Il semble que de tout temps, la fonction d'amusement public ait existé. Momos est dans la mythologie grecque le bouffon des dieux de l'Olympe. La première trace écrite signalant l'existence d'un bouffon est attribuée à l'historien grec Priscus. Il informe qu'Attila avait à son service un individu chargé de distraire les convives lors de ses banquets. On retrouve bien plus tard dans la comptabilité des rois de France un budget bouffonnerie. Parmi les bouffons français célèbres, citons Triboulet, le bouffon officiel de la cour sous Louis XII et François Ier. Brusquet, un médecin tellement maladroit qu'il entraîna le décès de beaucoup de ses patients. Condamné à mort, il fut gracié par Henri II qui le prit à son service pour le faire rire. Soupçonné de s'être converti au protestantisme, il fut battu et forcé de fuir. Nicolas Joubert, le bouffon de Henri IV, est
se faisait appeler le prince des Sceaux. L'Angélie, un valet d'écurie du prince de Condé, Louis XIII, dès qu'il le vit en action dans les soupers, le trouva tellement comique qu'il l'exigea à son service personnel. L'Angélie n'épargnait personne par ses moqueries. Les nobles préféraient donc lui donner de l'argent plutôt que de subir ses railleries. L'Angélie mourut très riche. En Angleterre, Archibald Armstrong était le fou du roi Jacques Ier. Il se fit appeler Archie, et après la mort de son maître, se mit au service de l'archevêque de Canterbury, qu'il finira par détester au point de publier un pamphlet contre lui. Le mot clown apparut en parallèle. Il venait de l'anglais Claude, qui désignait un maladroit. Il semble que les premiers clowns soient apparus au Moyen Âge, dans les cirques équestres, quand les propriétaires des chapiteaux se sont aperçus que le public commençait à devenir blasé. L'un de ses propriétaires eut alors l'idée d'engager un paysan qui ne savait pas monter à cheval et qui tombait tout le temps, pour mettre en valeur par contraste le talent des aiguilles du cirque. L'idée plut et fut reprise par les autres cirques. Les clowns étaient en général des gens pauvres et alcooliques, et c'est de là qu'est apparue la tradition du nez rouge. Alors ouais, waouh! Le couplage du clown blanc, chapeau pointu, paillettes et maquillage blanc et de l'Auguste, clochard aux vêtements trop grands, apparaît ensuite. Le clown blanc est le sérieux, l'Auguste est son faire-valoir. On ne rit jamais du clown blanc, on rit de l'Auguste parce qu'il essaie d'imiter les attitudes de son collègue sans jamais y parvenir et en provoquant des catastrophes. On retrouve ce couplage sous forme de dualité divine chez les Indiens Navajo du Nouveau-Mexique et les Indiens s'unissent. Chez eux, le personnage jouant le rôle de l'Auguste est le plus important et le plus puissant de leur panthéon. À noter, en alchimie, le fou est le symbole qui représente le dissolvant dans l'action de décomposition chimique et permet l'œuvre au noir. Enfin, c'était quelques histoires avant d'aller dormir. J'espère que c'était intéressant, que c'était relaxant. Puis, je te souhaite une bonne nuit. À la prochaine.